Bonjour, je suis Manuel Bouvard, je suis psychiatre pour enfants et adolescents. Je suis responsable du pôle universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital Charles Perrins et professeur à l'université de Bordeaux. Bonjour, je suis le docteur Jules Fouchot, je suis pédopsychiatre sur le centre Jean Abadie au CHU de Bordeaux. Aujourd'hui, nous allons vous parler du trouble oppositionnel avec provocation, qui est un comportement, une problématique qui touche de nombreuses familles et qui répond à de nombreuses questions qui ont été posées par les internautes. Alors, le terme d'opposition est un terme qui effectivement caractérise des comportements d'affirmation qui surviennent régulièrement chez l'enfant entre 3 et 5 ans, où l'enfant va affirmer par le non, parfois le refus, un peu son identité. Et donc on parle d'opposition alors qu'il s'agit souvent de comportements d'affirmation. Ces comportements sont très fréquents entre 3 et 5 ans. Ils touchent environ 30 à 50% des enfants et s'expriment de façon variable. En général, ils s'intègrent dans un échange avec l'environnement familial et sont des comportements qui ne vont pas avoir de retentissement dans la vie relationnelle de l'enfant, tant au niveau familial qu'à l'extérieur. Donc ces comportements sont dits développementaux, ordinaires. Encore une fois, ils n'appellent pas à une inquiétude particulière parce qu'ils sont sans retentissement sur le fonctionnement de l'enfant et de son entourage. Je vais laisser le docteur Fouchot nous présenter un peu qu'est-ce que c'est que le trouble à ce moment-là. Donc effectivement, on a vu que l'opposition n'était pas forcément pathologique, mais elle peut le devenir quand son intensité et le retentissement sur le développement de l'enfant et de la famille sont importants. Donc qu'est-ce que c'est que le trouble oppositionnel avec provocation, ou TOP en abrégé, TOP? C'est un trouble du comportement de l'enfant qui apparaît généralement dans la période préscolaire, plus rarement à l'adolescence, et qui se caractérise par des comportements d'opposition, de refus d'obéissance aux consignes par les adultes ou par les personnes dépositaires de l'autorité, et qui vont être suffisants en termes d'intensité et de fréquence. Il faut que les comportements surviennent plusieurs fois par semaine sur une durée relativement longue, d'au moins 6 mois, pour pouvoir poser le diagnostic. Et la question du retentissement sur la vie de l'enfant, dans les différentes sphères de sa vie, à la famille, dans la sphère scolaire et périscolaire, doit entraîner un retentissement suffisamment important pour impacter un développement harmonieux. Pour compléter la réponse du docteur Fouchot, on rappellera qu'il y a 2 grandes composantes. Une composante comportementale qui est l'activité, qui sont les comportements de défi et de provocation, et une composante émotionnelle qui est la composante un peu de colère et d'un critère qui est important, c'est l'intolérance à la frustration, l'incapacité à supporter l'interdit, qui se caractérise par des comportements souvent très exubérants, très externalisés et très handicapants pour l'enfant et pour sa famille. Effectivement. Et la prévalence de ce trouble, qui touche préférentiellement plutôt les garçons. Comment le trouble apparaît-il? La question est évidemment de savoir à partir de quand on va pouvoir faire le diagnostic de trouble oppositionnel. On a dit que les comportements d'opposition étaient habituels, sinon classiques, au cours de la petite enfance et notamment de la période maternelle. Donc la question va être celle du diagnostic, et le diagnostic, il est posé sur l'intensité, la persistance et le handicap dans le fonctionnement relationnel de l'enfant. Schématiquement, c'est effectivement plutôt vers la fin de la période maternelle, c'est-à-dire chez des enfants de 5, parfois 6 ans, qu'on va commencer à interroger le fait qu'il ne s'agit pas de conduite d'opposition ordinaire ou classique, mais qu'il s'agit bien d'un mode de fonctionnement perturbé dans les relations. Donc typiquement entre 3 et 5 ans et autour de 5-6 ans pour ce qui est du diagnostic, et on va surtout se préoccuper de cette persistance, ce qui fait que ces comportements-là, parfois le diagnostic ou le handicap va être évalué un peu plus tard, au moment notamment du primaire, c'est-à-dire chez des enfants qui sont déjà âgés de 7 ou 8 ans, où on voit que les comportements d'opposition deviennent très gênants, à la fois dans la vie familiale et à la fois dans la vie scolaire, et qui suppose, évidemment, qu'il y ait des interventions d'évaluation et d'intervention spécifiques. Il y a également des facteurs de risque qui ont été bien identifiés de développer un trouble oppositionnel avec provocation, des facteurs biologiques, des facteurs génétiques,
des facteurs aussi neuronaux. On sait que ces enfants-là ont des difficultés de régulation de l'impulsivité et des émotions, et également des facteurs environnementaux, comme des pratiques éducatives plutôt dures, peu cohérentes, où l'un des parents va céder facilement et l'autre va être au contraire beaucoup plus dur et insistant sur les règles, qui vont entraîner une majoration du risque de développer ce trouble. Quelle est son évolution et son retentissement? Le trouble, on l'a vu, il apparaît dans la petite enfance et il peut évoluer sur un mode de chronicité, voire même évoluer en se dégradant généralement une passerelle un petit peu développementale avec ce qu'on appelle le trouble des conduites, qui est un autre trouble du comportement un peu plus sévère. Généralement, quand il est bien pris en charge par des professionnels compétents, après un bon diagnostic et une bonne évaluation, l'évolution est plutôt positive. Il faut rappeler l'importance du repérage précoce du trouble, alors aussi précoce qu'on le peut, sans évidemment une dramatisation trop précoce, parce que ce qui se passe dans ce trouble, c'est que son évolution se caractérise par la succession de handicaps qui vont se succéder, handicap familial dans les relations, handicap scolaire dans l'apprentissage et dans la socialisation, et puis ultérieurement, comme l'a rappelé le docteur Fouchaud, handicap dans le fonctionnement social plus général, avec le risque de développement de comportements inadaptés sur le plan social, voire ultérieurement, au moment de l'adolescence, de conduites addictives et de comportements illégaux. Vous avez effectivement parlé des risques de développer des troubles du comportement affectif. On sait aussi que avoir un TOP ou un trouble d'opposition-provocation dans l'enfance augmente le risque de développer des troubles anxieux ou des troubles de l'humeur tels que la dépression. Quels sont les troubles qui sont associés ou avec lesquels il ne faut pas confondre ce fameux trouble oppositionnel? Le trouble oppositionnel appartient à une grande catégorie qui s'appelle les troubles du comportement, auquel appartient aujourd'hui notamment les troubles des conduites qui ont été évoqués. Et donc, cette association est entre trouble oppositionnel et trouble des conduites, on l'a vu, peut être séquentielle, c'est-à-dire le trouble oppositionnel faisant le lit de la survenue de troubles des conduites ultérieurement. Mais il faut savoir différencier néanmoins des troubles des conduites qui peuvent exister sans trouble oppositionnel et survenir beaucoup plus tardivement dans le développement. Il existe d'autres troubles qui sont soit associés, soit mimant un petit peu cette symptomatologie. On va rappeler qu'une des pathologies les plus fréquentes chez des enfants d'âge scolaire, notamment au début du primaire, c'est ce qu'on appelle le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, caractérisé par une problématique d'agitation incessante, de difficulté de contrôle de l'attention et de difficulté de contrôle des émotions, et qu'effectivement ce trouble qui répond à des interventions spécifiques doit être bien identifié. On rappellera néanmoins que 30% des enfants avec un TDAH ont un trouble oppositionnel associé. Donc la comorbidité est extrêmement fréquente. Ensuite, ça a été également rappelé, certains troubles anxieux, troubles dépressifs peuvent s'exprimer par une expression de colère, d'hostilité, la peur pouvant être l'expression de la peur pouvant être celle d'une agitation, voire d'une agressivité, qui peut à ce moment-là mimer ou ressembler au trouble oppositionnel. À ce titre-là, il est important d'identifier, parce que bien évidemment, l'identification d'un trouble émotionnel anxieux ou dépressif va appeler des interventions ou des stratégies qui doivent être spécifiques. C'est tout l'enjeu quand on va faire le diagnostic du trouble oppositionnel par un spécialiste, d'avoir une évaluation complète de ces enfants dans leur fonctionnement émotionnel, comportemental, scolaire et relationnel. On peut aussi penser à un autre trouble de l'humeur qui est le trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle qui appartient donc à la classification des troubles de l'humeur et qui se manifeste chez les enfants par une irritabilité et une colère importante et on fera la distinction avec le TOP par plutôt une évaluation plus approfondie de l'humeur. Et bien évidemment, il est important de faire ces distinctions puisque le traitement et la prise en charge vont également différer. Dans les comportements d'opposition de l'enfant, il faut aussi s'assurer que l'enfant est bien en mesure de comprendre les consignes qu'on lui donne. Il faut pour cela éliminer une déficience intellectuelle,
un trouble des apprentissages, un trouble de la lecture, un trouble de la parole, mais également des troubles aussi assez fréquents chez les enfants, des troubles visuels ou des troubles auditifs. Alors, quelles sont les aides possibles? On a vu que le trouble était assez multidimensionnel et donc le traitement doit être également de cette forme-là. On va privilégier d'abord une approche plutôt individuelle sur un mode psychothérapeutique en première intention. On sait que les thérapies cognitivo-comportementales ont démontré leur efficacité dans ce type de troubles, mais ça peut être également d'autres formes de psychothérapie. L'important, c'est que l'enfant et la famille s'y retrouvent et soient capables d'investir les soins. Et on va travailler dans ce type de thérapie des techniques de régulation de l'anxiété, des techniques de régulation des émotions et de l'impulsivité, afin d'aider l'enfant à être plus compliant et à mieux se gérer. On peut également proposer des approches familiales où on va impliquer la famille et son enfant, avec également des techniques de guidage parental. Et parfois, ça peut s'accompagner dans les cas plus sévères d'assistance éducative, soit à la demande des parents, soit sur ordonnance judiciaire, afin d'aider l'enfant et tout son système. Il y a également certains traitements qu'on peut proposer. Là, c'est plutôt en deuxième intention chez l'enfant. Ça peut être des traitements soit à visée thymorégulatrice, soit à visée anxiolytique. Mais ça, c'est dans les cas souvent les plus sévères. La plupart du temps, on peut se passer de ce type de traitement. Bien évidemment, il faut traiter les comorbidités qui ont été recherchées précédemment. On pense par exemple au trouble de l'attention qui a un traitement spécifique et qui peut, dans bien des cas, améliorer également les comportements d'opposition et de provocation quand il est bien pris. Alors le message fort de l'intervention, c'est d'abord de déculpabiliser les parents. C'est d'abord de sortir le trouble oppositionnel d'un défaut d'éducation, d'une carence, d'une faute parentale. Parce que très souvent, les parents vivent le trouble, l'opposition de leur enfant quand elle prend cette forme-là comme le résultat d'une mauvaise éducation. Donc, un des premiers temps fondamentaux de l'intervention, c'est d'expliquer ce que sont ces troubles. Il peut y avoir effectivement une réponse inadaptée, mais souvent, elle est liée à un comportement qui est inadapté. Et cet enjeu-là, il est important de le comprendre pour sortir du fait que les parents vivent ça comme un sentiment d'échec personnel et d'échec éducatif. Après, ça a été bien évoqué, il y a des stratégies qui sont centrées sur l'enfant, les thérapies comportementales, les thérapies de régulation des émotions, et puis des travaux qui peuvent être faits en individuel, mais on a tendance aujourd'hui à privilégier le travail en groupe, pour justement apprendre à l'enfant aussi un échange dans le cadre de ce qu'on appelle les habiletés sociales, c'est-à-dire à adapter ses comportements sociaux à autrui. Enfin, et plus récemment, on a développé des comportements, ce qu'on appelle des groupes, à l'égard des familles qui sont destinées à ce qu'on appelle les habiletés parentales, c'est-à-dire donner aux parents les moyens de répondre aux comportements problématiques des enfants. Et je pense particulièrement dans ce qui a été fait et initié récemment aux comportements, aux habiletés parentales qui sont construites sur la non-violence. L'objectif, c'est d'interrompre un cycle qui fait monter en puissance le conflit. L'enfant s'oppose, les parents répondent par une réponse éducative un peu stricte, l'enfant remonte d'une étape et puis on monte comme ça jusqu'à un moment où la situation n'est plus gérable et peut conduire à des comportements agressifs. L'enjeu est d'éviter cette ascension émotionnelle vers des comportements qui peuvent être gravement problématiques et donc avant même que le conflit n'explose, de donner aux parents des outils de désamorçage. Ce qui est important, c'est de désamorcer le conflit. Et donc, ces enjeux-là sont fondamentaux parce que ce qui doit être pour l'esprit, c'est l'adaptation de l'enfant, son fonctionnement social et relationnel, mais aussi le fonctionnement familial.